Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Il est 18h05 et nous sommes en direct de Radio M. Bonsoir Saïd Jaffer. Bonsoir Hassan Mouali. Bonsoir Marie Grechen. De retour parmi nous après une absence due au Salon du Livre. Et un petit voyage en France, oui. Voilà, bienvenue. Et bonsoir et félicitations Hassan Mouali qui vient de se marier, à qui nous souhaitons bonheur, santé, amour éternel. Ma femme s'appelle Lehna. Super, la paix, magnifique. La paix, oui. Voilà. Que je salue au passage. Et alors la question du CPP, la première c'est toujours la même, l'image qui vous a marqué cette semaine, je commence par toi Hassan. Je reviens avec plein de belles images parce que moi j'étais en Sardaigne, c'est trop beau, c'est pas loin de l'Algérie, mais un peu de sérieux, l'image de la semaine c'est plutôt l'écrit de la semaine. Moi, c'est le texte publié par Jamel Zinati aujourd'hui dans le Watan. Oui. Que dans le désordre national, dans le flou, dans le brouillard, il y a des gens qui écrivent, qui contribuent au débat et qui élèvent le débat, qui tirent vers le haut, qui tirent des sonnettes d'alarme, mais aussi qui redonnent l'espoir. J'en profite de l'occasion pour aussi parler du texte de Ali Ghadiri qui est quand même assez costaud. Il y a quand même des militaires qui réfléchissent, qui pensent, qui... Apparemment, quand ils sont à la retraite, c'est pour dire que quand ils n'ont plus de fusil. Non, c'est pour dire que dans ce pays, quand même, il y a des gens qui réfléchissent, qui pensent, il y a des gens intelligents dans ce pays. Tout n'est pas perdu, ils ne sont pas tous pourris. Absolument, c'est vrai. Il y a beaucoup d'intelligence dans ce pays, certes, qui n'arrivent pas à occuper le devant de la scène, qui exclut un peu des affaires, dans le monde économique, dans beaucoup de Hassan, secteurs. Ça se voit voilà. que le CPP t'a manqué. Absolument. Eh ben oui. Voilà, je le retrouve avec beaucoup de joie. C'est vrai que moi aussi j'ai lu le texte de Jamel Zinati aujourd'hui et j'ai été. C'est un texte que j'ai trouvé très fort et avec une clarté qui manque beaucoup. Saïd Jaffer. Moi aussi j'ai lu un texte mais qui m'a plutôt peiné. Oui. C'est de voir que dans le Financial Times, on est compatissant pour les Algériens contre la Hogra. Ils ont utilisé le mot Hogra dans un texte en anglais. Et c'est triste que on est dans une situation où un journal anglo-saxon important utilise un terme propre aux Algériens pour décrire la situation où ils vivent. Voilà. Oui, un édito qui prend position un peu par rapport à l'élection présidentielle en Algérie. Ammar, quelle est ton image de la semaine ? Ce matin, j'étais à Boumerdes à l'ouverture d'un colloque international sur Rachid Mimouni. Et à cette occasion, j'ai rencontré quelques élus de la PIWI de Boumerdes. On m'a appris qu'il y a un hôpital de 200 places à Boumerdes qui traîne depuis 30 ans. Oui. Alors qu'entre-temps, on a construit au moins 3 immenses mosquées à Boumerdes. Alors que c'est une toute petite ville, elle a besoin à peine d'une toute petite mosquée. On y a construit 3 et un hôpital qui traîne depuis 30 ans. J'ai trouvé ça scandaleux parce que Boumerdes n'a pas d'hôpital. Oui. Et tous les habitants de cette région vont soit à Ténéa, soit à Tizi Ouzou, 2 hôpitaux qui sont
toujours assailli, et ça met dans la gêne les médecins qui exercent très mal, dans de très mauvaises conditions, leur travail. J'ai trouvé ça scandaleux. Et prier, oui, c'est bien, mais... Encore qu'il faut préciser qu'en général, les mosquées, ce sont les dons des citoyens, alors qu'un hôpital, s'il y a un projet de 200 lits qui est fait par l'État et qui n'est pas terminé, il y a un problème de fonctionnement de l'État. C'est encore plus scandaleux, parce que l'État, entre-temps, depuis 20 ans, depuis que Boutef est là, il a dépensé, paraît-il, 1000 milliards de dollars. Il n'a pas pensé à un hôpital dans une région qui a connu un séisme ravageur. Je crois que c'est encore plus scandaleux, et plutôt que de menacer les gens dans sa dernière lettre, de raconter des bobards, il ferait mieux de construire un hôpital à Boumerdès. Voilà. Bon, Ammar, nous avons bien compris ton message. Hassan Mouali, ton image de la semaine. Alors, pour l'image, je crois que ça s'est déroulé samedi dernier. C'était l'image de la nouvelle direction du FLN. Oui. Je crois que c'est un peu symptomatique du drame algérien. Le premier parti, le parti majoritaire, qui est réduit à démanteler toutes ces structures légitimes, on va dire, voilà, comité central, bureau politique et tout ça, et à installer une commission fantoche comme ça qui est chargée de faire fonctionner le parti et qui est présidée par le président, entre guillemets, de l'Assemblée nationale, qui a déjà, il est en mal de légitimité à l'APN, et là, il est bombardé à la tête du FLN. Je crois que c'est assez, quand même, symptomatique. Voilà, il empiète sur le sujet. Hein. Oui, la situation du pays. Et puis aujourd'hui, il y a quelques heures, donc, le discours du président que j'ai trouvé très, très musclé. Je m'y attendais pas, donc ça m'a vraiment choqué. Donc, tes deux images de la semaine sont le thème de la cuisine du pouvoir. La première partie du CPP. Donc, Hassan Al-Qadi nous avait prévenu la semaine dernière, le travail du CPP va devenir de plus en plus difficile dans les semaines qui viennent. Et voilà. Alors que nous nous apprêtions à essayer de comprendre la nature de l'ouragan qui est passé la semaine passée par le FLN, parti qui représente la première force politique dans le pays, désossé de toutes ses structures, bureau politique, comité central, Mouhafadat, Qasmet, toutes les structures dissoutes, absolument tout a été mis à plat, pour reprendre l'euphémisme utilisé par le conseiller à la présidence Abdelaziz Ziari. Voilà que tombe un message présidentiel aujourd'hui même au Wali et membres du gouvernement. Un message autant pas très présidentiel, plutôt très vindicatif. Et c'est donc par cette lettre du président Abdelaziz Bouteflika que nous allons commencer le CPP. Alors, c'est une lettre qui a été lue, comme l'a rapporté l'APS, en son nom par le secrétaire général de la présidence, Habba Orbi. Le président n'était donc pas présent. Et la première question qui me vient à l'esprit, même si elle peut paraître sotte, c'est qui a écrit cette lettre ? En général, le scribe habituel, c'est M. Zerhouni, qui était l'ancien ministre de la Communication. Zerhouni, mais bon, voilà. Moi je pense que c'est une lettre, elle est ultra politique. C'est vrai qu'on avait l'habitude quand même, un certain style de Bouteflika, du moins ce qu'il met dans cette lettre, mais cette fois je relève quand même une sacrée dose de violence. C'était vraiment musclé. C'est comme s'il menaçait un petit peu les potentiels candidats. Un petit peu. Un petit peu. Et donc, pour un discours présidentiel, c'est pas du tout ce qu'il fallait. Donc, je doute un petit peu que ce soit Bouteflika qui soit l'auteur de cette lettre. Ammar, compte tenu de son état de santé. On va revenir sur le contenu, mais sur ça fait très longtemps que c'est pas Bouteflika qui écrit les lettres. Mais non, il n'est même pas au courant, je veux dire. Ah, tu veux dire qu'il n'est pas au courant. Moi, je pense qu'il est au courant, mais bon, on peut en discuter. De toute manière, rares sont les présidents qui écrivent eux-mêmes leurs discours. Il en existe très peu dans l'histoire, mais c'est pas très important, c'est plutôt le sujet qui compte. Moi, je pense que c'est la brutalité de quelqu'un qui est acculé dans ses derniers retranchements. Il ne sait plus quoi faire, quoi offrir comme perspective aux Algériens, donc il brandit la menace. C'est classique dans les systèmes autoritaires. Moi, je trouve ça regrettable parce qu'il aurait dû quitter il y a longtemps, il ne l'a pas fait. Plutôt que de demander pardon aux Algériens pour tout
tous les forfaits qu'il a commis, pour tous les massacres qu'il a perpétrés contre le moral des Algériens. Surtout, il a démoralisé la nation. Il les menace. Je trouve ça. J'aime bien l'image de massacre contre le moral. Oui, sa présence aujourd'hui. Le message du président. C'est un attentat contre le moral des Algériens. Sa présence. Le message lui-même accuse des forces non identifiées de démoraliser la nation. Peut-être qu'on fait partie. Non, mais c'est un attentat contre le moral des Algériens. Sa présence uniquement dans son état de santé actuel, sincèrement, c'est traumatisant et ça va marquer les Algériens pour longtemps. Ça nous traumatise, nous choque. Le contenu du message, ce sont en gros des menaces. Les cercles de prédateurs, la lettre qui a été lue parle de cercles de prédateurs, de cellules dormantes qui s'acharnent à tenter à la crédibilité du pays et à la volonté des enfants de ce pays. Il parle des aventuristes qui font dans la promotion de la culture de l'oubli, du déni et de la négation, ne seront jamais des forces de construction et d'édification. Bien au contraire, il dissimule les fossiles du massacre. Bon, j'ai du mal à la lire parce que c'est aussi très mal écrit. C'est très mal traduit, en fait. Hassan Wali. Moi, je n'accorde pas beaucoup d'intérêt à cette lettre, mais je dirais au moins quelques petits mots. C'est une lettre, effectivement, violente, menaçante, qui manque gravement de sérénité. Mais qui, à mon avis, renseigne sur quelque chose, sur la nervosité, sur la panique, sur la peur qui règne, comme dirait Saad Jafar, dans la maison du pouvoir. Il y a une inquiétude évidente. La circonstance ne devait pas amener les rédacteurs de ce message à sortir comme ça la grande artillerie. Cela prouve qu'il se cherche encore et dans le même temps Louis Ahnoun qui dit que il n'y aura pas de cinquième mandat. À mon avis que la candidature de Bouteflika n'est pas à l'ordre du jour. C'est plus une panique dans l'entourage immédiat de la présidence et de quelques relais dans le monde politique, dans le monde des affaires, dans le milieu un peu clientéliste. Ils s'inquiètent, ils savent pas comment aborder Mais d'après toi, de qui il parle, Hassan Wali? C'est un message interne. On sait qu'entendait les cellules dormantes. C'est pas le CPP, c'est pas le RCD, c'est pas Ali Benflis, c'est pas le FFS, c'est un message interne. Voilà, les adversaires internes qui peut-être s'activent, peut-être s'agitent, et donc voilà. Mais je dirais quand même un mot, politiquement la lettre elle est très faible. Elle n'est pas à la hauteur de l'institution qui l'a produite, c'est-à-dire elle n'est pas à la hauteur de. C'est pas nouveau depuis ça, mais il faut quand même le souligner. Il y a manque de, il y a pas de hauteur de vue. Ouais. On est quand même, il y a beaucoup de problèmes. C'est pas pour noircir le tableau. Il est très sombre le tableau. Tout le monde le pense, tout le monde le dit à basse voix. Mais elle ne propose rien. Elle ne propose rien. Elle ne donne pas une feuille de route pour les Wali comment gérer la fin du quatrième mandat. Donc on emprunte comme ça la voie de la menace et tout. Ça rappelle, je termine, ça rappelle 2014. 2014, exactement. Et quelqu'un qui a posté sur Facebook, je pense à juste titre, c'est notre confrère Amr Wali de l'AFP qui avait dit ça. Ça lui fait penser au discours de Chedley de 88. Discours d'adieu. Alors, pour Hassan Wali, Saad Jafar, elle n'a pas d'importance. Moi, si. Oui. En fait, je veux dire une chose quand même. C'est-à-dire, il parle de la qualité du texte. En fait, c'est comme tout ce qui arrive partout. Voilà. C'est-à-dire, avec une présidence qui ne donne pas réellement de directives. Je plains le scribe qui a été chargé de pondre ce texte. Il a fait un texte
vraiment. Mais à l'intérieur de ce texte, il y a quand même des messages très clairs. Il dit, nous avons encore des choses à faire. Donc, le message est tellement fort, puissant. Cette phrase-là, contrairement au salmigondis du reste, est très claire. C'est-à-dire que je suis toujours là. Oui. Je continue à rester et j'ai encore du boulot à faire. Et donc, implicitement, c'est vraiment une annonce qu'il est toujours là, candidat pour le 5e mandat. Tu citais Louisa Hannoun tout à l'heure. Je me demande si elle a fait sa déclaration avant la lettre du Wali ou après. J'imagine que maintenant elle va lire la lettre du Wali, elle va un peu réviser un peu sa manière de. Mais le vrai message, c'est en fait un avertissement aux adversaires, un avertissement avec un discours très lourd, hein, c'est-à-dire ça confine à la trahison. Quand on parle de cellules dormantes, c'est ou bien tu es un agent de l'étranger, ou bien tu es un terroriste. C'est ça l'explication de cellules dormantes. Hein. C'est un langage de service. Hein. Peut-être qu'il vise le général Toufir aussi, dans la parano qu'il y a un peu dans le système, parce qu'ils sont dans une bulle. Hein. Mais c'est un message général à tous les adversaires du 5e mandat, en leur disant d'ailleurs, il y a un passage où il dit certains veulent réduire la question à un changement de personne, etc. Donc, c'est pas important que je reste. Donc, il élimine ça. Et donc, moi, je pense que c'est une quasi-annonce de candidature. Comme c'est pas lui qui le fait directement, c'est par le biais d'une lettre lue par quelqu'un d'autre, ça ménage toujours une possibilité de retrait, mais très faible. Donc, il est là, il a des choses à faire. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. En fait, le message fondamental, c'est de dire que j'y suis, j'y reste. C'est clair. Il bombarde les autres, tous les autres, à commencer par Hamdou Yahya, je pense. Tout le monde a remarqué qu'il était absent aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il était absent ? Il était absent. C'était lui qui devait présider la réunion. Yahya, on ne peut pas l'envisager là-bas dans les tribunes. C'est lui qui préside. Et finalement, c'était Bedoui. Donc, Yahya, à ma connaissance, il n'est pas à l'étranger, il n'est pas en mission à l'intérieur du pays, donc il a dû se passer quelque chose. Il va être dissous comme le FN. Et ces derniers temps, souvenez-vous, l'accrochage avec Taïb Louh, qui a peut-être coûté son poste à Ould Abbas. Si on essaie un peu de rassembler ces pièces du puzzle, on peut comprendre effectivement que l'option du 5e mandat advienne que pourra. Boutef restera 5e mandat, même s'il est diminué, même si c'est pas lui qui a écrit la lettre, mais au moins son entourage veut absolument à ce que le 5e mandat soit la seule option possible. Il n'y aura pas d'autres options. D'ailleurs, il a dit dans le discours, il s'adresse au peuple, ne niez pas ce qui a été fait, les fameuses injazat. On a tout fait, mais il nous reste encore des choses à faire. D'ailleurs, Bouchareb, il a parlé d'un programme 2030. Oui, alors c'est à ça que je pensais justement. 2030, donc c'est pour ça que ça m'a inquiété un petit peu. Je me suis dit, j'espère qu'il va pas rester jusqu'à 2030 quand même. Non, mais ça c'est normal. Même Macron, quand il parle aujourd'hui, il va dire nous avons un cap 2040. Oui, mais ça c'est une république. Je veux dire, voilà. Là-bas, c'est une vraie démocratie, Hassan. Non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, on peut les projets, les perspectives ne sont pas forcément liées. On peut pas faire le parallèle avec la France. La France, c'est une Je ne fais pas le parallèle. Non, c'est partout dans le monde. Dans les discours, on fixe des perspectives à long terme. Donc, elles ne sont pas forcément liées aux personnes, aux responsables. Si, je pense que Mohamed Bouchareb l'a complètement lié à la personnalité du président. À d'autres mandats, mais moi je dirais... Il a dit ليكن في علمك سيدي أن الرئيس عنده برنامج عنده برنامج ممتد إلى سنة. Ça ne veut pas dire que ça passe sur la 2030. Non, mais s'il y a un autre président qui arrive, il va démontrer le programme du président. Ça ne veut pas dire ça. Hassan, demain tu montes, toi, tu deviens président de la République. Tu n'es pas tenu de respecter le programme de Bouteflika, tu vas changer. Donc, il n'y a pas 2030. Je me souviens du fameux programme de Chérif Rahmani, l'Algérie 2020. Vous vous souvenez, en 90. Il a disparu. Non, mais c'est du pipeau. C'est pour ça que ça ne veut absolument rien dire. 2030, ça ne veut absolument rien dire. Il y a une autre logique. Le système algérien fonctionne par le consensus. Il y avait depuis 99 un consensus sur Bouteflika. Maintenant, s'il veut se présenter pour un 5e mandat, le consensus sur sa personne existe.
C'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas sûr qu'il se présente, vu son état de santé. Donc, lui, qu'est-ce qu'il veut, selon moi, c'est reconduire le même consensus qu'il y a sur lui, le transférer vers un autre, en gardant le même consensus. C'est une forme Je doute C'est fort joli, que c'est joli. Bouteflika travaille pour un autre. Exactement, c'est joli comme construction. Ça, c'est vraiment... En réalité, je pense que le clan Bouteflika veut imposer son propre consensus à toute l'Algérie. Et c'est la raison pour laquelle il s'attaque aussi violemment à ses adversaires internes au sein du système, dont et qui serait le DRS. Qui serait le personnage qui devrait à ce moment-là, justement, lui, à mon avis, il veut choisir son poulin. Lui, mais qu'il le choisisse. Qu'il le choisisse. Non. Il travaille pour lui. Moi, je ne crois pas du tout à l'idée. Bien sûr, l'éventualité, ils peuvent réfléchir en cas, bien sûr, à des solutions B. Mais pour l'heure, Bouteflika travaille pour Bouteflika. Et Saïd Bouteflika travaille pour Abdelaziz Bouteflika. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est aller à un 5e mandat, quitte à ce que, au milieu, ça s'interrompt pour des raisons de santé ou pas. Ça, ils réfléchissent à l'instant. L'instant T aujourd'hui. Les élections, c'est en avril. Nous sommes pratiquement en décembre. Les candidatures, normalement, c'est dans 2 mois. Et donc, ils sont dans la gestion de l'immédiat. Après, le 5e mandat, s'il passe, après, qu'il puisse y avoir autre chose, c'est ça. Et pas pour l'instant. Non. En l'absence du président, tout le monde est président. Cette phrase, je la sors du texte publié justement dans l'Ouatan aujourd'hui par Jamal Zinati. Et ce texte, moi, je pouvais pas justement m'empêcher de faire un parallèle avec la lettre qu'a adressée le président aujourd'hui au Wali et aux membres du gouvernement. Un extrait, son effacement en raison d'un état de santé déclinant a eu pour effet de libérer les forces gravitant autour de lui. Débarrassé de ses adversaires potentiels à l'intérieur du sérail, le conglomérat présidentiel se retrouve face à ses propres contradictions. Chacun de ces segments pose sa pierre de manière à fragiliser la pierre de l'autre. L'approche de l'élection présidentielle va accentuer les rivalités, les conflits débordent des intimités habituelles et éclatent au grand jour. C'est la guerre ouverte et c'est également l'impasse car les partis en conflit sont des segments interdépendants, hypocritement solidaires et pourvus d'une même capacité de nuisance. Ouais. C'est un peu la description que fait Jamal Zinati moi je trouve un peu le reflet de de la lettre qu'adresse le président à ceux peut-être à ceux-là à son entourage. Absolument. Puisque vous me dites que c'est à son entourage qui s'adressent les prédateurs, les aventuristes. Les cellules dormantes. Mais alors, est-ce qu'on a des gens un peu identifiés? Est-ce qu'il parle de Yahya puisqu'il était absent? Moi, je pense ou est-ce que vous savez pas jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'il est dans le coup aussi. Je pense. Non, mais en tout cas, une chose est sûre. Au-delà de l'analyse qui fait dire qu'il y a des conflits internes, ça c'est normal dans tous les pouvoirs, dans toutes les organisations, structures. Il y a toujours des contradictions. Parfois on les gère bien, on les régule, parfois elles éclatent, parfois et ça peut provoquer des ruptures et tout. Mais ce que nous pouvons constater, c'est que l'équipe au pouvoir est incapable de préparer la présidentielle aujourd'hui. On est dans la situation de 2014. Dans l'incapacité d'émergence d'une candidature des gens naturels au sein du Sérail, autour duquel devait se dégager un consensus, n'a pas pu avoir lieu, et on reconduit Bouteflika dans des conditions problématiques. Ça a eu des dégâts juste après, avant et après d'ailleurs. Il est naturel aussi, si on observe les choses froidement et lucidement, il est normal que une équipe au pouvoir prépare sa propre succession, essaie d'influencer dans la succession, c'est normal, y compris dans les démocraties. Sauf que ils ne sont pas donné le temps nécessaire pour préparer tout ça. Ils étaient pris dans la gestion des conséquences immédiates
des conséquences immédiates du 4e mandat. Et à quelques encablures du 5e mandat, ils savent pas, il n'y a pas un candidat naturel, il n'y a pas une personnalité qui se dégage, il n'y a pas un programme qui se dégage. Et c'est pas pour rien, c'est pour ça, moi, la lettre, ça a son importance parce qu'elle est violente. Mais rappelez-vous, Walid Abbas, secrétaire général du FLN, qui dit on va mettre en place des équipes qui va dresser le bilan des 20 années de Bouteflika. L'équipe n'a pas eu lieu, le bilan n'a pas eu lieu, et Walid Abbas a disparu. C'est-à-dire, on est quand même dans une gestion quotidienne, improvisée. Ils savent pas quoi faire. Parce que c'est l'hypothèque du 5e mandat qui pose problème. Mais moi je dis, mais le 5e mandat quand même nous a pris beaucoup de temps. On a consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à parler d'un 5e mandat qui n'était pas sur la table. C'est-à-dire, c'était les opposants à Bouteflika qui commençaient à parler du 5e mandat. On a mobilisé une énergie extraordinaire, épuisante. Je vais me mettre à la place de terre. On parle de quoi? Non, mais on parle de quoi? C'est-à-dire, au lieu de focaliser sur le débat sur ça, de dépenser une énergie incroyable sur ça, on aurait pu réfléchir à autre chose. Aujourd'hui, l'intelligence du pouvoir, elle est où? C'est qu'on nous a occupés avec ça, et ils peuvent demain nous prendre de court. Mais alors toi, tu penses que c'est fait de manière machiavélique? Mais pas machiavélique, ça se fait comme ça. C'est pas que c'est réfléchi, c'est élaboré, mais en tout cas, c'est comme ça aujourd'hui. Demain, ils vont nous sortir quelqu'un. Ah bon? Mais de toute façon, ils ont toujours sorti quelqu'un du chapeau. Il va y avoir un contagion. Hassan Wali, à ce moment-là, que se passe-t-il? Non, mais dans cette vision-là, que se passe-t-il au FLN? Pourquoi est-ce qu'il y a cette dissolution? Qu'est-ce qui se passe au FLN? Le départ d'Ould-Abbas. Pourquoi est-ce que ce n'est pas seulement le démantèlement du parti. C'est qui parle du 5e mandat? C'est toutes les structures. Qui parle du 5e mandat? C'est toutes les structures. Je parle de FLN. Le RND parlait de continuité. C'est-à-dire, disons, autrement dit, c'est un 5e mandat sans Bouteflika. C'est-à-dire, c'est une interprétation. Là, tu fais un exégèse. Non. Yahya a parlé du 5e mandat. On verra bien. Oui, moi je pense que le problème du 5e mandat se pose à l'échelle de l'histoire du système politique algérien. Bouteflika, c'est un peu le dernier de la génération de novembre de la révolution. Oui. Tant qu'on avait des candidats de cette génération, le consensus était plus ou moins facile à construire. Mais là, on passe carrément vers une autre génération. Bouteflika, c'est le dernier. Et construire un consensus sur un enfant de l'indépendance, c'est pas du tout facile parce qu'on n'a pas ce mysticisme qu'on a hérité, qui entoure les personnages qui nous vient de la Révolution aujourd'hui, ou Yahya ou quelqu'un d'autre, enfant de l'Algérie indépendante, n'a pas cette aura qu'avaient malgré tout les gens de la Révolution. Donc, construire ce consensus est difficile. Moi, je pense que Bouteflika a été reconduit pour un 4e mandat malgré lui. Ce n'est pas ce qu'on dit. Je sais que c'est un homme qui adore le pouvoir. Par défaut, pas malgré lui, par défaut. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu trouver un consensus sur quelqu'un d'autre. Et ça va être peut-être le cas pour le 5e mandat. Je ne pense pas qu'un système qui se soucie de ses intérêts puisse raisonnablement présenter un candidat comme Bouteflika. C'est pas du tout sérieux. À commencer par eux. Attention à ne pas faire de nos désirs un élément d'analyse. Attention. Mais ça c'est évident. Le système algérien fonctionne fondamentalement par le consensus. Oui, je peux parler. Il y a du point de vue psychologique, Bouteflika veut rester au pouvoir. Exactement. Personne ne l'enlève de ça. C'est une fixation. Il est au pouvoir. Il veut mourir au pouvoir jusqu'au bout. Ça, c'est clair. Et c'est pas très clair. Hein. C'est très clair. C'est clair pour toi, ça. La lettre d'aujourd'hui est d'une clarté. C'est clair. C'est le système qui a fait la lettre. Il faut pas réduire ça. Non, arrête. Le système, ça devient une fantasmagorie. C'est quoi le système? Il est indéfinissable. Le système fonctionne dans le consensus. Attends, toi tu as fini, tu as développé ta pensée. Laisse Saïd. C'est pas très clair. C'est reparti. Bouteflika veut rester au pouvoir, selon moi.
Voilà. Donc, selon moi, il veut rester au pouvoir et mourir au pouvoir jusqu'au bout. Voilà. Donc, à partir de ce désir-là, c'est organisé, le système. Le système, c'est totalement organisé. À partir du 4e mandat, il s'est organisé autour de ça. Et le groupe qui entoure le président a géré la chose de telle manière pour que ça soit possible. Aujourd'hui, si on parle du FLN... Oui, moi j'aimerais qu'on parle du FLN. Voilà, on a une quasi-dissolution du FLN. Absolument. On a un Ouyahia qui est maltraité. C'est-à-dire, on le présente comme le méchant et le président, il est là pour réparer ces bourdes de méchants, voilà. Donc, tous les politiques, en fait, ceux qui font fonction de politique, parce que moi je les considère pas, sont mis dans une situation de précarité. A contrario, les Wali, vous avez vu la lettre? Ils les flattent. Les Wali, ils sont flat. Ce sont eux qui vont gérer l'élection. Ce sont eux qui vont gérer. Les autres, le personnel politique du FLN, qu'est-ce qu'il a fait? Il a au-delà des statuts, c'est dans un irrespect total du règlement des statuts intérieurs, il a carrément dissous le FLN. Mais il n'a pas dissous le sigle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va faire remonter des gens, des militants, entre guillemets, des encartés de ce couteau qui vont faire du zèle pour le 5e mandat et en remplaçant les vieux. Et ça crée une émulation pour le 5e mandat dans le personnel politique, alors que du côté de l'administration, c'est totalement acquis. Ils sont là, ils obéissent. On leur dit de préparer le terrain pour l'organisation des élections, ils vont le faire. Et le personnel politique du régime est mis en compétition. Ouais. Même l'armée, je reste quand même sur l'épisode des généraux qu'on met en prison, qu'on sort, etc. C'est aussi une manière du camp présidentiel de tenir la main complètement sur tout cet aspect. Et donc, là, les assurances, ils les ont pris pour le 5e mandat. Sauf cas majeur, c'est-à-dire une maladie, une mort subite, etc., on est dans le 5e mandat. Mais moi, je remarque quand même que Mourad Boucheleb, contrairement à Ould Abbas, lui n'a pas parlé de la candidature du président à cette élection. On lui a dit parce que il vient après les excès de Ould Abbas, qui en a fait, d'ailleurs, qui en a tellement trop fait que les réseaux sociaux algériens sont devenus une grosse blague sur Ould Abbas. Donc, ils permettent d'atténuer, d'ajuster, c'est ça. Mais sur le fond. Je pense qu'il a commis, Ould Abbas, il a commis la bourde d'annoncer publiquement la candidature de Bouteflika au 5e mandat. Il s'est permis, parce que lui, il disait souvent qu'on a envoyé la lettre à Bouteflika lui demandant au nom de 700 000 militants. Il n'a pas reçu de réponse. Et à un moment donné, dans un moment de faiblesse, il annonce publiquement, scoop mondial, Bouteflika candidat du FLN. Donc, ça a dû faire très mal le VOC. C'est ce qui a précipité un petit peu son départ. Par contre, Mourad Boucheleb, c'est vrai qu'on lui a posé la question clairement. Oui, et qu'est-ce qu'il dit? On a tout le temps pour trancher. Par contre, on soutient le candidat, le programme du président. Voilà ce qu'il a dit. Donc, on peut supposer, Hassan, on peut supposer que à ce moment, jusqu'à ce moment-là, c'est le truc, c'est de dire que il y a peut-être un plan B, 5e mandat, mais peut-être pas 5e mandat. Mais aujourd'hui, on a la réponse. Je pense qu'on a la réponse que ils ont mis le cap 5e mandat. Sauf si mort subite. Mais c'est quand même étrange quand même de dissoudre sa base à la veille d'une élection. Il n'a pas dissous la base. Il a dissous un appareil. Il y a quand même un contraste pour moi saisissant, et c'est pas. J'ai lu un article intéressant dans TSA du journaliste Arab Shir qui relève justement comment le RND est très bien discipliné, etc. Et le fiasco dans lequel est le FLN à la veille de l'élection. Donc, le journaliste ne se pose pas cette question, il n'y va pas. Mais moi, j'ai envie d'y aller, de me demander, est-ce que c'est pas à la candidature d'Ahmed Ouyahia que profite ce qui se passe au FLN? Pas du tout. En fait, le RND, c'est un parti créé directement par l'administration. Il est né en 97. Voilà, il a été fabriqué par le laboratoire. Le FLN a une petite histoire propre.
Hein, et le FLN n'est plus, il a eu dans son histoire un intermède où il a été un parti, c'est sous Mehri, hein, mais après il a été repris en main. Il est rentré, d'ailleurs, c'est-à-dire il est dans la maison de l'obéissance. Le FLN, c'était pendant longtemps une sorte d'SPA du régime. Chacun avait des actions. Là, Bouteflika vient de montrer il est le seul maître à bord du FLN. Et cette dissolution des structures, ça permet de faire remonter de nouveaux partisans, de nouveaux. D'ailleurs, la structure qu'ils ont mis en place, c'est des gens qui n'étaient pas dans les hauts niveaux du FLN, c'est des gens intermédiaires, etc., qui font remonter. Il fait un renouvellement par le haut, et fait remonter, et ça crée aussi, il y a un comité central à pourvoir. Vous imaginez dans la magma du FLN, les ambitions qui vont courir pour dire, je veux être dans le futur comité central. Saïd, mais on peut penser aussi, on peut penser aussi ce qui se passe au FLN. Peut-être parce que le Abbas a plusieurs fois dit à Ahmed Yahya, le FLN n'a pas vocation à soutenir un autre candidat en dehors du parti. C'est-à-dire, Yahya, si tu veux être candidat, tu n'auras pas la bénédiction du FLN. En l'invitant à foutre le camp du FLN, peut-être qu'on pourrait, c'est un scénario, mettre le FLN au service d'un autre candidat, peut-être Ahmed Yahya, qui le FLN avec Mohamed Bouchab, Saad Al-Khdari et tout ça, on connaît un petit peu le Saïd Abounabi et tout ça, ils peuvent facilement assumer publiquement le soutien à une candidature en dehors du FLN, c'est-à-dire Ahmed Yahya ou quelqu'un d'autre. Non, c'est un scénario. Ils l'assumeront si à l'intérieur du régime, parce qu'aujourd'hui, c'est un ordre. Aujourd'hui, le régime, c'est Bouteflika. Si demain, Bouteflika n'est pas là, le régime va se mettre à parler d'une autre manière. Exactement. Et il imposera un candidat et le FLN suivra. Va applaudir, voilà, exactement. Non, il faut dire que le vrai jeu politique ne se déroule ni à l'Assemblée ni au sein du FLN. Le FLN, c'est un instrument qui mobilise à chaque qui redistribue un petit peu et ça, la dissolution se fait à la veille de l'élection. Il y a quand même une dissolution qui ne dit pas son nom quand même. Et Amar a dit une chose assez juste à mon avis, c'est que c'est la fin d'une époque et c'est la fin du FLN. La fin d'une époque, c'est la fin du FLN. Et c'est la fin de la première partie du CPP. Nous avons largement débordé. Restez avec nous après la pause. On parlera de la visite du prince héritier saoudien en Algérie prochainement. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Nous sommes de retour sur le plateau du CPP. C'est chaud, les débats continuent, y compris pendant la pause. Certains d'entre vous se demandent pourquoi Al-Qadi Ihsan n'est pas là. Eh bien, Ihsan fait la grève jusqu'au retour de Abed Sharif. Et contrairement aux rumeurs qui courent et que fait courir Abed, les portes du CPP sont grandes ouvertes et nous invitons Abed Sharif à venir et à revenir et à revenir. Il a pris son permis. Il a pris son permis, il a perdu son permis. Tu saisis la perche, Abed, hein. Attention, hein. Alors, dans cette deuxième partie... Grand mensonge. Qadi Ihsan n'est pas là parce que pour lui, la priorité des priorités nationales, c'est le Mouloudia. Bon, il profite, il fait la grève, mais en même temps, c'est le Mouloudia qui joue contre un club saoudien. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, nous arrivons à la visite du prince héritier, Mohamed Ben Salman. Je vais finir par placer mon mot. En Algérie. Une visite annoncée pour la semaine prochaine. Selon le ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni, il s'agit d'une visite amicale et fraternelle qui n'a aucun lien avec les prix du pétrole sur les marchés internationaux.
Mais cette visite surprise, quand même, arrive en pleine tempête médiatique. Une tempête nommée Jamal Khashoggi, qui a déjà fait des remous en Tunisie où des manifestations ont eu lieu contre la présence sur le sol tunisien de Mohammed bin Salman. Ici, le gouvernement s'est empressé de faire savoir il y a quelques jours que l'Algérie condamne le meurtre du citoyen saoudien Jamal Khashoggi avec la plus grande vigueur, tout en disant sa confiance en la justice saoudienne. Qui enquête sur ce meurtre. Alors, dès que la visite a été annoncée, très vite, les réactions ont commencé à tomber. Des hommes politiques d'abord, Mokri du MSP, le PST a appelé à une manifestation, mais aussi des réactions individuelles de journalistes comme Hadda Hazem, Kamal Daoud, Hamida Ayashi. D'abord, que pensez-vous les uns les autres des appels contre Ammar, tu piaffes d'impatience de commencer, de dire du mal de ces appels. Oui, je trouve que c'est un représentant d'un État. Il a tout à fait le droit de venir en Algérie, comme d'autres potentats sont venus en Algérie. C'est pas parce qu'il y a eu meurtre d'un journaliste qu'on va, ou parce que c'est un pays, une dictature, qu'on va dire qu'il doit pas venir. D'autres présidents de pays réputés démocratiques qui ont commis de gros massacres sont venus en Algérie, on les a applaudis, on leur a même organisé des bains de foule. Écoutez, quand la France a détruit la Libye. La France a détruit la Libye. Quand le président français est venu en Algérie, on lui a organisé un bain de foule. Quand des responsables américains, l'Amérique a commis des massacres un peu partout dans le monde, en Irak, en Syrie, etc. Quand les responsables américains viennent, on leur déroule le tapis rouge. Il y a un potentat. Quel est le responsable américain? Il y a le secrétaire d'État qui est venu. Il y a c'est pas parce que c'est un arabe, un musulman avec un truc qu'on va pas. Il y a des potentats un peu partout dans le monde. On a eu l'intelligence de travailler avec eux. Pourquoi pas avec un Saoudien? Et qui, à mon avis, ce petit potentat saoudien, il a quand même un côté intéressant. C'est quelqu'un qui a quand même essayer de casser la camisole de l'islam archaïque qui enferme les Saoudiens. Organiser un concert en Arabie Saoudite et laisser les Saoudiens danser, je crois que c'est révolutionnaire. Et c'est révolutionnaire aussi bien pour les Saoudiens que pour les autres musulmans qui considèrent que l'Arabie Saoudite c'est la capitale mondiale de l'islam. On a des énergumènes ici en Algérie qui ne regardent nulle part ailleurs que vers l'Arabie Saoudite. Bon, on peut. On a compris ton. Voilà, on a compris. Donc c'est par pur racisme. Ammar, juste pour ton information, il y a des femmes saoudiennes qui sont emprisonnées et qui sont torturées, parce que elles ont défendu les droits des femmes. Voilà. C'est juste pour... Non. Je ne dis pas que c'est un homme. Tu parles du mérite. Il n'y a aucun mérite. J'ai dit que c'est un potentat. On est dans maintenant, tu laisses parler quand même. C'est un prince qui confie sa communication à des gens qui savent faire ce genre de choses. Ils l'ont fabriqué une image qui vient de se fracasser sur le meurtre de Khashoggi. C'est vrai. Ils lui ont fabriqué l'image de réformateur, etc. Maintenant, tu dis qu'il peut venir. Oui, bien sûr qu'il peut venir. Mais ça n'enlève rien au droit des citoyens de dire leur révulsion, leur répulsion, de trouver que ce type-là, comment te dire, pollue l'air d'Alger. Ils peuvent le penser, ils sont libres. Oui, ils sont libres, tout à fait. C'est clair. Et c'est ça c'est ce cas qui en compte. On aurait aimé être comme la Tunisie, pouvoir manifester aussi. Alors, les Tunisiens ont pu manifester. Il y a peu de chances qu'on puisse nous manifester comme les Tunisiens l'ont fait à la venue du MBS. Voilà, c'est ça les différences. Mais sur le fond, que l'État algérien, moi je me surprends pas, l'État algérien
a toujours été dans l'idée de ne pas se mêler de ce qui se passe dans le monde, parce qu'il veut pas qu'on se mêle de ce qu'il fait ici à l'intérieur. C'est la règle, donc ça le gêne pas que MBS vienne. Voilà. Hassan, qu'est-ce que tu penses? Quand même une précision à ce que vient de dire à Marine Grachan des États-Unis, de la France et tout. Il y a quelques mois, il présente le monde occidental comme le monde sauveur de l'humanité. Non, ici au CPP. J'étais là. C'est le seul à demander le contraire. Une petite précision. Une petite précision. L'Occident, pour moi, c'est pas Bush, c'est pas Macron. L'Occident, c'est les philosophes occidentaux. C'est Wittgenstein, c'est Max Weber. Ils sont pas au pouvoir, Amal. Ils sont pas au pouvoir. Non, je regrette en Occident, la science. Il a bouffé son temps, Il a bouffé son temps. Ahmad, non, mais tu accuses tout le monde de t'interrompre et tu interromps tout le monde. En Occident, la science a un pouvoir. Le savoir a un pouvoir. Ok, je te donnerai la parole, tu pourras lui répondre. Ce sont ceux que j'aime. C'est pas les politiques. Pour moi, tous les politiques sont potentiellement des salopards. Non. Merci, Ahmad. Non, Attends, ça c'est une grande répondre. Ça c'est qu'on peut pas. Au contraire, au CPP, Qadi Hassan aurait dit, on défend la politique, on défend ceux qui font de la politique, on incite les gens à faire de la politique, parce que faire de la politique, c'est s'intéresser à la vie publique, c'est s'intéresser à la citoyenneté, c'est défendre des valeurs. On est dégoûté quand on voit les gens se désintéresser de la politique. Et donc, les politiques, c'est des hommes courageux. Et Ahmed avait dit une superbe phrase, les militants politiques ne sont pas des faiseurs de miracles. Mais c'est des gens qui donnent de leur temps, de leur argent, qui sacrifient leur famille, qui prennent des risques, qui vont en prison. Voilà. Donc, la politique, c'est important. Les hommes politiques sont importants. Les militants politiques sont nécessaires. Je reprends sur le sujet. Il fallait le dire. Tant que tu sois d'accord. Voilà. Sur la visite. S'il te plaît. Tu passes ton temps à dire quand t'interromps. S'il te plaît, arrête d'interrompre les autres. Non, s'il te plaît. Je te donnerai la parole, mais laisse-le terminer. Ce qu'il faut dire à propos du prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman, c'est quand même, il y a l'affaire Khashoggi. Oui. Évidemment, qui a ému le monde entier, parce qu'on a assassiné d'une manière la plus atroce un individu. Ça s'est passé dans le consulat saoudien, donc dans un territoire saoudien, où les citoyens étaient censés être protégés en sécurité. Mais ce qu'on oublie, c'est vrai que le monde entier, il y a eu de l'émotion et tout, il y a eu de l'indignation, mais on oublie que ça fait depuis au moins 4 ans que ce prince héritier fait la guerre à un peuple voisin, le Yémen. Et il y a chaque jour des massacres des populations civiles, des enfants, on bombarde des hôpitaux. Le Yémen est un pays en état de siège et ça ne dérange pas beaucoup de monde. Ça met dans la gêne, dans la difficulté l'État algérien. Il ne sait pas quoi faire. Il condamne un missile qui vient des Houthis, mais les milliers de bombes qui tombent sur les Yéménites, ils ne disent pas grand-chose. Ça met dans la gêne. Mais effectivement, les opinions ont un mot à dire. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Saïd Jafar. Ils peuvent crier leur colère, ils peuvent dire leur colère, leur indignation de voir arriver sur le territoire algérien quelqu'un qui n'est pas recommandable. Quelqu'un qui, quand même, qui au-delà... Et c'est bien de dire qu'effectivement, il y a des concerts. On a vite oublié ces concerts, mais il y a aussi des gens qui se font torturer. C'est quand même pour un militant des droits de l'homme, pour quelqu'un qui défend des principes, c'est la priorité des priorités. Il peut y avoir 1 milliard de concerts, mais il y a une personne qui se fait torturer dans une prison, c'est scandaleux. Oui, ce sont des militantes des droits des femmes. Voilà, des militantes des droits des femmes. Même pour les Saoudiens, parce ils disent que c'est nouveau, il y a des libéraux en prison, pas seulement des extrémistes. Non, il y a des libéraux en prison, il y a des intellectuels en prison, il y a des gens qui sont disparus. C'est ça qui doit retenir notre attention. Et j'ai beaucoup aimé le truc de Hamid Ayashi. Le texte de Hamid Ayashi, oui. Voilà, heureusement que... Mais tu dis à juste titre une chose sur la Tunisie. Voilà les bienfaits des insurrections arabes. Ça n'a pas de la démocratie. Tu vois, à la Tunisie, les gens sont sortis dans la rue pour dire que nous... Enfin, une partie des Tunisiens, voilà, il n'est pas le bienvenu. Il est libre à Beji Qaïd Sebsi de lui décerner l'ordre du mérite national. Voilà.
Oui, alors justement en Argentine où il se prépare à assister au sommet du G20, les autorités judiciaires ont fait savoir au New York Times qu'une enquête était ouverte contre lui après le dépôt de plainte d'organisations de droits de l'homme pour crimes de guerre au Yémen justement. C'est sur ce qui se passe au Yémen. Donc, est-ce que malgré le soutien que lui a donné Donald Trump et le silence de beaucoup de pays occidentaux, etc., est-ce que le ton n'est pas en train de se resserrer un peu, je veux dire au moins symboliquement contre cet homme? Moi, je pense ils finiront par le sauver. Il y a tellement de fric dans l'addition, donc on a vu ce psy. On ne peut pas douter des idées de ce psy moderniste et tout ça. Mais hier, 2 milliards de dollars, je crois. Il n'avait pas le choix, le pauvre. Bon, il a laissé les Tunisiens manifester, c'est normal, parce qu'il y a quand même 2 niveaux de lecture de cette arrivée du prince saoudien. Parce que c'est la démocratie en Tunisie. Oui, mais la démocratie aussi, taqtadi de laisser le peuple s'exprimer dehors. Ils l'ont fait en Tunisie, c'est magnifique. On nous interdit de manifester contre la différence entre la Tunisie et l'Algérie, c'est qu'en Tunisie, la société civile s'exprime. On a vu des centaines ou des milliers de personnes défiler à Tunis pour dénoncer l'arrivée de l'assassin comment il s'appelle, Mohamed Ben Salman. En même temps, on a vu Ben Salman débarquer au palais de Carthage et recevoir l'ordre de l'unité nationale. Il a laissé un chèque et Badi Qaïd Sebsi, qui en a grandement besoin. Il était aux anges, mais je sais ce qu'il pense de lui. Donc, pour l'Algérie, c'est aussi ça. Il y a la raison d'État. Il y a la raison d'État. C'est vrai que diplomatiquement, on n'a pas grand chose à partager avec l'Arabie Saoudite. D'un point de vue géopolitique, on ne défend pas les mêmes valeurs par rapport à l'Iran, par rapport au Yémen, par rapport à la Syrie, par rapport au pétrole, par rapport au Sahara occidental. Pratiquement, nos courbes ne se rencontrent jamais avec l'Arabie Saoudite. Mais bon, c'est comme un petit le Big Brother, l'Algérie. J'ai l'impression que le régime algérien a peur un peu de l'Arabie Saoudite. À chaque fois qu'il y a eu un souci, je me souviens de l'histoire de la banderole dans un stade à Ain Blila contre Ben Salman Hada précisément, où Yahya a été obligé de pondre un tweet pour s'excuser. On a présenté des excuses à l'Arabie Saoudite. Ça ne se reproduira plus. Il a dit ça. Moi, en tant qu'Algérien, ça m'a choqué. Je n'ai pas à m'excuser de ce qui se passe dans un stade de football. Et une fois, on a envoyé Blaïz là-bas pour l'histoire de l'avion, si vous vous souvenez, un avion algérien qui est allé récupérer des Algériens au Yémen. Il avait rapatrié même les Marocains et les Tunisiens. On n'a pas laissé l'avion algérien atterrir, traverser l'espace aérien saoudien. Il y a eu une mini-crise et finalement, toute la presse a parlé de crise, y compris le pilote qui s'était livré. 3 jours plus tard, on reçoit un communiqué de la présidence disant qu'il n'y a jamais eu de crise, au contraire, ça se passe très bien. Blaïz est allé en Arabie Saoudite. Cette fois-ci, c'est l'histoire de la banderole, c'est l'heure qui est parti en Arabie Saoudite. Donc on a le régime a une relation un peu bizarroïde avec le régime pas saoudien. Uniquement avec l'Arabie Saoudite, c'est leur manière de gérer. Avec Trump, avec les Américains. Mis à part le Maroc où c'est très, c'est des réactions, etc. Tout le reste, c'est cette forme de gestion avec le Tchad. Quand il y a eu le Niger, les déclarations sur les migrants, ils gèrent de manière calme, soi-disant. C'est ça, la patte de la diplomatie algérienne. Bon, mais je pense pas qu'ils aient peur de l'Arabie Saoudite. Je termine. J'aurais juste souhaité notre régime, on connaît sa façon de faire. J'aurais juste aimé que ça se fasse comme en Tunisie, qu'il laisse les gens s'exprimer, pas uniquement sur Facebook, pas Ahmed Al-Ayashi ou la X ou la Y, que les Algériens marchent pacifiquement, ils dénoncent. C'est ça la vivacité d'une population. Moi, j'ai envie de crier pourquoi la Tunisie peut le faire et nous pas? Parce que la Tunisie est une démocratie et nous pas. Exactement. Si demain on peut manifester, les Saoudiens vont protester formellement devant l'État algérien, alors qu'ils peuvent pas protester en Tunisie. Exactement. Parce que c'est une démocratie. Ils ont la réponse. C'est la grandeur d'une démocratie. Absolument. Par rapport à une dictature. C'est ça les vertus de la démocratie. Après, ce n'est pas, pardon, Hassan, une petite phrase s'il vous plaît, parce qu'on a tendance à manifester des solidarités sélectives un petit peu. Quand c'est un arabe, un musulman qui meurt, on s'empresse, nous, les Algériens, les Arabes, les Berbères et tout, de dénoncer, mais il se passe des choses horribles ailleurs. J'aimerais bien que les réactions algériennes soient par rapport à l'humain, pas uniquement parce que c'est un musulman.
Non, c'est pas du Camagri. Non, mais c'est vrai quand tu. Non, mais donne des exemples. Makri, par exemple, Abdelrazak Makri. Quand c'est Erdogan, marhaban bika ya Erdogan, là c'est la sahla ou la marhaban bika. Mais pourquoi tu institues Erdogan représentant des Algériens? C'est Makri, il faut critiquer Makri. Il faut pas dire nous. Non, mais il n'y a pas de je parle de Makri. Critiquer Makri qui avait critiqué Kamel Daoud. Ce qui se passe au Yémen est horrible. Le dernier mot, quand même, je vais le laisser à Ammar. Voilà. Malgré tout ce qu'il t'a fait subir. Qui attend gentiment son tour. Et juste une parenthèse. Historiquement, l'Algérie et l'Arabie Saoudite ont eu toujours des relations excellentes. Alors, Ammar, puisqu'il s'agit justement pas d'une position d'État à État, mais d'une opinion librement exprimée. Alors toi, ton opinion librement exprimée par rapport à ce prince saoudien? Moi, je trouve que ce qu'il fait pour réformer l'islam est intéressant et symboliquement intéressant. Non. L'Arabie Saoudite, avant celui-là, c'était un goulag. Maintenant, ça se libère un petit peu. Je trouve ça intéressant. Mais sinon, pour le reste, c'est un dictateur. Et moi, je suis pour la liberté intégrale. Il faut quand même pas laisser passer. Ce n'est pas un réformateur. J'ai dit symboliquement, il n'est pas en train de réformer l'islam, c'est pas du tout. D'ailleurs, le nombre de militants islamistes réformistes qu'il a arrêtés, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et qui sont arrêtés, torturés, c'est une fausse etc. publicité, c'est vrai. Non, la stratégie de MBS a consisté justement à entoller tout le monde pour asseoir son pouvoir. Et il a eu recours à des services de relations publiques occidentaux pour lui fabriquer une image. Ils l'ont fabriqué. Aujourd'hui, ces gens-là sont gênés. D'ailleurs, la presse anglo-saxonne qui faisait ses louanges, aujourd'hui est dans la gêne. Voilà. J'aime pas trop cette dictature des droits de l'homme qui consiste à présenter l'arrestation d'un journaliste comme un facteur déterminant dans l'histoire d'une nation. C'est pas très... Il a ramené de l'argent en Tunisie. Nous, qu'est-ce qui nous ramène? Est-ce qu'on le sait? Mais il vient pas, apparemment, ils se sont pas encore entendus sur la date. Pas encore. Le 6, on sait que ça va se faire en... Non, le ils 6, ils veulent pas dire... Ils se sont entendus sur une date, mais ils veulent pas la communiquer pour l'instant. Ils ont peur de la réaction des Algériens. Il y a une chose, je termine comme ça. MBS respecte il n'a pas dit en tout cas grand-chose à propos des Tunisiens qui sont sortis dans la rue. Il risque d'annuler sa visite si on voit 100 personnes à Place des Martyrs. Bon, on peut essayer d'organiser ça. Bon. Il n'y a pas de dictature des droits de l'homme. Ça n'existe pas. Si. Ces derniers temps, on a transformé les droits de l'homme en dictature. Une forme de dictature. Pas totalement, mais d'une certaine manière, je le pense. Bon, on a compris. S'il vous plaît, c'est la fin. C'est la prochaine fois. C'est la fin. Ammar, c'est vraiment, je suis désolée, mais là, la dictature, tu me choques, là. C'est le mot de la fin. Oui, c'est la fin du CPP. Je vous remercie. Je te remercie, Ammar. Merci à tous nos invités. Merci à Soumeya Felkali, la réalisatrice. Et à la semaine prochaine. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.